Nous ferons de la santé mentale la grande cause nationale 2025. C'est l'engagement pris par Michel Barnier, Premier ministre, le 1er octobre dernier dans l'hémicycle. Un engagement salué par les experts tant l'urgence est là. Deux chiffres pour s'en convaincre. 13 millions, c'est le nombre de personnes qui souffrent d'un trouble psychique chaque année en France. 150 milliards, première cause de dépenses de santé dans notre pays. C'est le coût direct et indirect de la santé mentale. Femmes et hommes, jeunes et vieux sont concernés par ces problématiques qui vont de la souffrance psychosociale ordinaire aux maladies psychiques avérées, comme la dépression, les psychoses, les addictions, en passant par les souffrances au travail ou encore l'éco-anxiété. Et notre système de santé à bout de souffle ne peut répondre à cette détérioration de l'état de santé mentale de la population. Mais quelle est exactement la situation aujourd'hui? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les mesures prises se sont-elles révélées insuffisantes? Et que faire maintenant pour inverser cette tendance et protéger les personnes en souffrance? Pour répondre à toutes vos questions, notre invité est le professeur Antoine Pellissolo. Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, chef du service de psychiatrie du CHU Henri Mondor, professeur de psychiatrie à l'université de Créteil et adjoint au maire de cette ville. Je rappelle votre dernier ouvrage coécrit avec Célie Massini, c'est Les émotions du dérèglement climatique, paru en septembre 2021, c'était chez Flammarion. Avant qu'on entre dans le fond du sujet, j'aimerais savoir quelle a été votre réaction immédiate à l'engagement de Michel Barnier. Eh bien, plutôt une réaction très, très positive, évidemment, parce que c'est une cause que nous portons en tant que professionnels, mais aussi avec les usagers, un certain nombre d'acteurs, depuis longtemps, en fait. Pour des raisons vraiment d'urgence, qui a alors un premier intérêt un peu symbolique, on va dire, mais c'est quand même important, les symboles, même politiquement, de dire on en fait une priorité. En tout cas, on met ce sujet sur la place publique, dans le débat public, alors que c'est un sujet par définition qui est souvent tabou, sous le tapis. Donc ça, bon, vraiment positif, en parler. La grande cause, c'est surtout de la communication et c'est toujours bon à prendre en termes en effet, d'information, de vulgarisation. J'espère que ça peut libérer la parole et puis surtout augmenter le niveau de connaissance de tout le monde, parce qu'on y reviendra sûrement. On a besoin de cette connaissance. Puis on espère surtout des moyens quand même en plus, hein, pour la psychiatrie, mais c'est un sujet en plus. Eh bien, on va en parler. Alors, bien sûr, les maladies mentales, les troubles psychiques ont toujours existé. La situation s'est néanmoins indéniablement dégradée. En décembre 2022, selon l'enquête de Santé publique France, 24% de la population française présentait un état anxieux, 17% un état dépressif. C'est quand même respectivement 11 et 7 points de plus par rapport au niveau avant l'épidémie de Covid-19. Avant qu'on ne revienne là-dessus, écoutez ce témoignage de Morgane dans Le téléphone sonne. C'était le 14 mars dernier sur France Inter. Ça a été très difficile donc au sortir du confinement, où là, moi, j'ai vraiment craqué en fait. En quelques semaines, en quelques mois, en fait, ça a été un trouble de l'anxiété généralisée, une dépression qui a été diagnostiquée, médicamentation. J'ai commencé à faire des arrêts de travail à répétition, etc. Donc ça a été de plus en plus dur, jusqu'à ce que j'aille voir un psychiatre, en fait, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver aussi, effectivement, à l'époque, parce qu'on était très nombreux. Alors, l'insuffisance de médecins, on va y revenir, hein. Mais cette aggravation de la situation après le Covid, on l'explique comment? C'est quoi? C'est le confinement? C'est la peur de ce virus? Du vaccin? Des mesures de distanciation? C'est quoi? Sûrement un mélange, mais beaucoup quand même, en effet, les ruptures de liens sociaux, comme on l'a dit dès le début des confinements, avec ces risques-là. Une rupture dans le parcours de vie est beaucoup plus sensible, évidemment, chez les jeunes adolescents et étudiants qui ont été quand même vraiment fracturés dans leur évolution. Beaucoup s'en sont bien remis, et heureusement, mais on voit encore des séquelles. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que pour certaines, en tout cas certains âges, et les enfants, par exemple, il y a encore des aggravations. Moi, j'ai vu encore des chiffres de Santé publique France de ce mois-ci qui montrent qu'il y a plus d'idées suicidaires, notamment, d'anxiété que l'année dernière pour cette tranche d'âge. Alors, ça varie d'un mois à l'autre, mais la tendance reste élevée. Donc, il y a eu la pandémie avec ces vraies fractures. Il y a un contexte anxiogène, de toute façon, qui persiste, Oui, pour plein de raisons. c'est ça, il y a effectivement, vous citiez cette enquête de santé publique, elle date d'avril 2024, donc effectivement très récente, où on montre que 14% des collégiens et 15% des lycéens ont un risque important de dépression et que 24% des lycéens ont eu des pensées suicidaires dans l'année, ce qui est énorme. Alors, il y a aussi, donc en dehors du Covid, effectivement, l'éco-anxiété, il y a l'angoisse certainement liée à la situation géopolitique et cette anxiété certainement majorée par l'accès sans filtre aux informations
très anxiogène sur les réseaux sociaux. C'est un cocktail de tout ça? Oui, alors moi je pense que l'information, il faut la donner. Les guerres, le climat économique, bon, c'est dur en ce moment, mais je pense pas qu'il y a 20 ou 30 ans avant, ça aurait été plus simple. Mais en effet, il y a un effet d'amplification, de caisse de résonance des réseaux sociaux de ce côté-là qui est plutôt négatif, délétère. Je pense qu'il y a d'autres côtés qui peuvent être positifs, on pourra en reparler. Donc il y a vraiment un effet actualité et surtout perspective. Donc vous parliez du climat, je pense que c'est un sujet de plus pour les jeunes générations qui se rajoutent au poids de l'environnement. Et puis il y a surtout, moi je pense, dans le même temps, on l'a dit tout à l'heure, pendant la pandémie, la rupture du lien social, mais ça persiste quand même en grande partie. On a moins de défense communautaire, familiale, qu'il y a quelques décennies, parce que la société a changé. Et c'est ça qu'il faut compenser autrement. La première cause de souffrance, de toute façon, qu'elle soit maladie mentale, parce qu'on essaie de différencier maladie mentale et santé mentale, c'est compliqué, mais c'est quand même deux choses différentes. Mais dans les deux cas, ce qui fait souffrir le plus, c'est l'isolement. Et on dit toujours des épidémies d'isolement, et dans nos villes, il y a même très peuplées, il y a des personnes qui sont seules, et pour lesquelles vraiment le poids de la solitude est très fort. Alors on parle effectivement des jeunes, mais en l'occurrence l'isolement, la solitude, la précarité, ça concerne beaucoup les personnes âgées. En souffrance également? Oui aussi, alors c'est encore différent, mais les personnes âgées, il y a en effet la solitude, il y a la dégradation de l'état physiologique, et on sait qu'il y a des liens très forts entre le cerveau, le vieillissement et l'état de bien-être. Donc c'est un sujet à part entière dont on s'empare depuis quelque temps en psychiatrie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc charge supplémentaire, on va dire, alors pour la bonne cause, mais c'est ça qui fait qu'on accumule les missions, et en effet souvent négligées. Alors je pense qu'on a créé par exemple dans notre spécialité une sous-spécialité qui est la psychiatrie du sujet âgé, justement pour s'occuper de ces questions qui ont beaucoup de spécificités. Autre trouble aussi, je n'avais pas dit récent, mais semi-récent, la souffrance au travail, aujourd'hui reconnue à l'origine de souffrance mentale, le burn-out comme on peut l'appeler, qui aussi apparaît chargé effectivement d'autres patients. Voilà, alors c'est un bon exemple de la petite différence qu'on peut faire entre psychiatrie et santé mentale, je dirais, de la population, qui est liée à essentiellement des difficultés d'adaptation au monde, et là en l'occurrence au monde du travail, donc l'épuisement professionnel, si on définit une catégorie, ce qui n'est pas encore complètement consensuel, mais le burn-out c'est vraiment l'épuisement professionnel qu'on pourrait différencier de la dépression, même si souvent ça se ressemble, avec l'idée que la souffrance vient vraiment du contexte et de la charge de travail qui est inadaptée, et en gros l'élément central souvent c'est la perte de sens au travail, et avec des personnes très investies mais qui se retrouvent dans une situation d'épuisement parce que n'ayant pas les moyens ou n'ayant pas le résultat qu'elles attendent de leur travail, souvent pour les autres. Donc en effet, un champ supplémentaire. Alors celui-là, théoriquement, il faut des spécialistes parce que c'est aussi une question très spécifique, l'adaptation au travail et surtout changer le travail pour éviter cette souffrance. Quand on parle de cette dégradation de la santé mentale, est-ce qu'on constate une inégalité sociale, salariale face à cela? C'est majeur. Les facteurs d'environnement de vie sont majeurs, comme pour la santé en général, mais encore plus pour la santé mentale. Et il y a énormément de données qui montrent que le risque de maladie mentale est multiplié par au moins 2 ou 3 en fonction du niveau de pauvreté, ça va souvent avec l'isolement dont je vous parlais tout à l'heure, mais quand même la précarité économique, toutes les ressources économiques et professionnelles aussi sont en cause. Et c'est pour ça qu'il y a des inégalités territoriales qui sont massives et qu'il faut à tout prix compenser. Et que pour l'instant, on ne compense pas du tout, c'est plutôt l'inverse. Dans les zones de faible niveau socio-économique, on a plus de souffrance. On a dès la petite enfance, le fait de ne pas pouvoir donner des conditions de croissance affective notamment, et à tous les niveaux dès la petite enfance, on crée des fragilités qui vont s'exprimer ensuite. Et on cumule dans ces cas-là tous les problèmes dans les quartiers notamment. Alors, il y a les quartiers précaires, il y a un certain nombre de régions aussi rurales qui peuvent être un peu dans la même situation d'isolement, mais malheureusement, le problème dans ces cas-là, c'est qu'il y a une double peine, il y a aussi un manque d'accès à des soins, parce que c'est des quartiers où il y a encore moins de professionnels qu'ailleurs. On va parler tout de suite, effectivement, donc c'est plus de 2 millions de Françaises et de Français qui sont pris en charge par les services psychiatriques tous les ans, services où on manque de soignants, de lits et d'argent, et hors hôpital où doivent aussi absolument exister prise en charge et prévention. On va en parler, la situation est tout aussi dramatique, on y revient tout de suite. France Culture, carnet de santé.
Marina Carrère-Dancos. Un carnet de santé donc consacré aujourd'hui à la dégradation de la santé mentale en France, santé mentale qui sera donc grande cause nationale en 2025. C'est le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre, qui est avec nous pour en parler. Notre système de santé global se porte mal, la santé mentale est en plus le parent pauvre de ce système. L'offre de soins s'est dégradée. Premier élément, il y a une pénurie de professionnels. Comment on l'explique ? Alors c'est vraiment le fruit de l'histoire du système de santé dans son ensemble. Bon, on a tous entendu parler du numerus clausus, donc une réduction drastique du nombre de médecins formés et donc mécaniquement du nombre de spécialistes et des psychiatres. Et puis au niveau des soignants, parce que c'est un autre aspect important, les infirmiers notamment, là aussi des restrictions, là plutôt budgétaires qui ont conduit à ça, et une perte d'attractivité secondaire et avec un cercle vicieux. Plus c'est dur, moins on a du mal à attirer les professionnels. Alors perte d'attractivité, perte de sens ? Bien sûr, oui. Alors, perte de sens, notamment dans toutes les structures où, historiquement, il y a eu une très belle psychiatrie en France dès les années 60-70, où on avait construit des équipes très expertes, alors qui ont eu leurs défauts et on a dû remettre en cause un certain nombre de choses, mais en tout cas, il y avait une culture de la transmission, de la psychopathologie, de la réflexion, de l'accompagnement qui s'est perdue parce que, d'une part, on a supprimé un fameux diplôme infirmier de psychiatrie qui a été supprimé dans les années 80 parce qu'on voulait rendre les choses transversales à toute la santé, et c'est tout à fait bénéfique par ailleurs. Mais malheureusement, la psychiatrie s'est un peu enfermée sur elle-même, et on s'est éloigné du reste de la santé pendant des décennies. Donc je crois qu'il faut voir aussi notre responsabilité. La responsabilité est aussi beaucoup du côté de l'institution médicale qui a toujours négligé clairement la santé mentale. Donc c'est pour ça qu'on se bat, nous, maintenant, pour mettre ça sur la place publique. Mais il y a eu petit à petit de moins d'attractivité, moins de postes. Alors vraiment, moi, je vais avoir, j'espère, un message quand même plus positif. On arrive à avoir des vocations. Beaucoup de jeunes ont la vocation, pas tous, tout le monde ne peut pas être passionné par la santé. En internat, c'est choisi. Alors c'est choisi. Notamment toutes les régions, par exemple la région parisienne, où on sent que les conditions de travail sont quand même attractives dans certains lieux. C'est pas partout, mais ça peut l'être. Dans lesquels la formation est de bonne qualité. En tout cas, il y a une richesse. Et en tout cas, tous les postes, par exemple, d'internes de la région parisienne sont pris. C'est pas le cas dans toutes les régions. Et je peux vous dire, au quotidien, moi, je travaille avec à peu près une trentaine d'internes tous les ans dans mon service. On a remis des diplômes là aux 100 psychiatres formés cette année. Alors c'est pas beaucoup, 100 pour la région parisienne, parce qu'il y a énormément de postes vacants et de départs. Oui. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'ils étaient tous passionnés par ce qu'ils font et vraiment aucun regret de ce choix-là. Donc on a beau dire oui, c'est pas attractif. Et nous, c'est vrai qu'on met en lumière les difficultés qu'on rencontre. Mais il faut à tout prix aussi qu'on parle de ce qui marche bien. Et c'est un métier passionnant dans lequel il y a énormément de satisfaction personnelle, humaine. Et donc quand on met le doigt dedans, quand on voit, on a envie de le faire. Et c'est nous, la solution, c'est à tout prix de donner accès et de former les plus jeunes, de montrer ce que c'est que la psy. Et une fois qu'ils le voient, beaucoup sont passionnés. Donc je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Mais là, on est dans une situation critique où on a ouvert plein de portes. On a dit, il faut consulter, il faut parler de la santé mentale. Et c'est passé, je pense, dans le grand public, c'est passé, notamment chez les jeunes, parce qu'on nous dit maintenant, les ados, c'est plus un problème de dire, je vais voir un psy. Il n'y a pas de réponse en face. Et malheureusement, il n'y a pas assez de réponse en face. Donc on est au milieu du gué, là. Il y a un décalage. Il y a depuis plusieurs décennies aussi un sous-financement chronique des établissements de psychiatrie. Les conséquences, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est dans les services d'hospitalisation, c'est aux urgences, c'est partout. C'est toute la chaîne, en effet. C'est dès les premières consultations, quand quelqu'un vous dit je voudrais voir quelqu'un, comme on dit, c'est saturé. Vraiment, c'est saturé, aussi bien dans le public que dans le privé. Et donc, il faut trouver des moyens, en passant par son médecin traitant. Et ça, il faut qu'on y travaille. C'est-à-dire que, de toute façon, vous avez parlé des 13 millions de personnes qui ont besoin en tout cas, qui ont des difficultés psychiques. Les psychiatres ne seront jamais suffisants pour 13 millions de personnes. Donc, il faut une graduation des démarches. Mais c'est saturé dès les consultations, dès l'hospitalisation quand c'est nécessaire. La plupart de nos services sont suroccupés, c'est-à-dire des choses qu'on ne fait pas en cardiologie. D'habitude, on ne rajoute pas des lits. Nous, on rajoute des lits parce qu'il faut accueillir tout le monde et que c'est souvent en urgence. Et puis, alors surtout, moi, je trouve quelque chose qu'on néglige souvent, mais c'est un peu technique, mais on a besoin aussi de ce qu'on appelle le médico-social en handicap psychique, parce que beaucoup de personnes ont quand même une dépendance et ont besoin d'être accompagnées même en termes de lieu de vie, et la plupart de ces personnes ne trouvent pas de solution. On a fermé beaucoup de lits en psychiatrie et on n'a pas compensé par des foyers, et c'est ça qui manque. Et vraiment, s'il y a un message à faire passer, il faut créer des places dans les foyers spécialisés, parce que sinon ces personnes sont soit dans la rue, les plus gravement malades, soit dans des services de psychiatrie qui n'ont pas cette vocation-là. Nous, on garde souvent nos patients pendant des mois, voire des années, vraiment des années, comme avant les asiles, mais parce que juste on ne sait pas où les adresser. Et évidemment, ça occupe des places pour
d'autres. Et puis surtout, c'est pas un lieu de vie fait pour ça, un hôpital. Donc là, il y a une urgence de créer des milliers de places dans des foyers par ailleurs. Mais est-ce que pour ça, pour ces foyers, pour la psychiatrie, pour les hôpitaux, on peut dire quand même qu'il y a sous-jacent à tout cela un désinvestissement chronique de la puissance publique? Oui, bon, l'hôpital a été sous-financé depuis des années et encore plus, en effet, la psychiatrie publique. Bon, pour des raisons, là encore une fois, un peu politiques, institutionnelles, c'est toujours après. La santé mentale, c'est toujours après. Le reste, moi, je le vois au quotidien dans ma vie hospitalière. Il y a eu, je vous disais, la responsabilité de la psychiatrie qui s'est volontairement un peu exclue du reste. Bon, et ça, on revient là-dessus maintenant pour avoir une psychiatrie qui est vraiment dans le système de santé, mais il y avait vraiment toujours d'autres urgences. Et au quotidien, c'est souvent le cas. Et donc, c'est à la fois le sous-investissement, par exemple, dans les locaux, parce que très souvent, les locaux des services ont été négligés, alors que c'est un outil majeur, le lieu de vie, enfin le lieu même d'accueil des patients. Et puis, dans le personnel, notre ressource principale, c'est des ressources humaines. Et comme on sait que quand il faut réduire des crédits, on réduit ceux des ressources humaines parce qu'il faut faire des économies. Et malheureusement, moi, je fais la comparaison, j'ai un peu d'ancienneté, ça fait à peu près 30 ans que je fais de la psychiatrie. Dans le service où je travaille, où j'avais été interne il y a pas mal d'années, on a... Moi, je pense proportionnellement, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais 2 fois moins, par exemple, d'infirmiers que ce qu'on avait avant pour faire la même chose. Et à une époque, on pouvait accompagner les personnes dans leur vie extérieure quand c'était nécessaire, prendre en soin correctement, éviter les mesures un peu trop coercitives. Mais ça, on peut pas le faire quand on est en tension en permanente, notamment sur les soignants. Alors en 2018 et en 2021, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement Macron pour reconstruire notre système de santé mentale, des mesures que beaucoup jugent tardives et insuffisantes. Maintenant, il faut agir largement et massivement. On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Un carnet de santé donc consacré à la santé mentale, à la situation inquiétante dans notre pays et aux mesures nécessaires à prendre rapidement pour protéger notre population en souffrance. Émission préparée par Anne-Claire Bazin, avec à la réalisation Thomas Jost, Alexandre Dang à la technique et Édouard Rubinstein à la vidéo. Pour en parler donc Antoine Pellissolo qui est psychiatre. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du système de soins en psychiatrie qu'il faut repenser, refinancer pour le rendre plus accueillant et efficace pour les usagers, plus attractif et vivable pour les professionnels. On va voir comment. Mais d'abord, je voulais revenir sur 2 mesures annoncées par Emmanuel Macron durant son premier quinquennat. Il y en a 2 que je trouvais pertinentes. La première, c'était la création d'un numéro national de prévention du suicide, le 3114. C'était indispensable. C'est pas parfait. Oh, c'est jamais parfait, mais vraiment, c'est un exemple quand même d'avancée réelle. Alors, je peux vous dire qu'elle a été portée par la profession. C'est des collègues psychiatres qui ont proposé ce modèle qui existe dans beaucoup d'autres pays, de réponse téléphonique immédiate pour des gens qui sont en souffrance aiguë. Et on sait qu'on évite des suicides comme ça. C'est-à-dire qu'en ayant une possibilité d'être écouté à ce moment-là et ensuite d'être orienté. Donc, ça a été fait dans de bonnes conditions avec toute une équipe qui peut faire quasiment un diagnostic et puis ensuite orienter. Donc, c'est une très bonne réponse. Personne au téléphone. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça monte encore en charge, mais c'est jamais suffisant, mais c'est quand même un élément. Et le problème, c'est que dans les soins psychiatriques, il faut prévoir beaucoup de dispositifs, et c'en est un parmi d'autres. Et évidemment, c'est pas avec ça qu'on va soigner les personnes. C'est juste répondre à la crise suicidaire et en plus essayer d'orienter les personnes. Mais les moyens qu'on met dans cette mission-là, qui est importante, les moyens sont assez élevés. Par définition, on les met pas ailleurs. Et enfin, c'est pas une question juste de moyens, c'est une question de ressources humaines. Là, un des défauts des plans précédents, c'est que comme ça a été un peu saupoudré, j'allais dire, sur des dispositifs à chaque fois pertinents. Il y a une feuille de route qui a été notamment prise en main par un de nos collègues, le professeur Bellivier, de manière quand même très, très utile, avec beaucoup de propositions. Mais à chaque fois qu'on crée des dispositifs notamment intéressants et intéressants pour les professionnels, ça déséquilibre le système. Donc si on ne met pas des moyens supplémentaires nettement accrue dans l'ensemble du système, on voit qu'on crée des déséquilibres et les soins courants, les urgences, ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, qui crée un maillage général sur le territoire, est souvent pris en défaut quand l'attractivité se fait ailleurs. Donc c'est vraiment un problème d'ensemble, et ce qu'on attend, nous, c'est un plan vraiment général qui ne soit pas que des objectifs comme ça ponctuels qui ont leur intérêt, mais de réarmer l'ensemble du système. On y vient tout de suite, mais juste une autre mesure qui était pertinente, qui était la création d'un dispositif
dispositif baptisé Mon Psy qui remboursait des consultations de psychologues alors sur prescription médicale. Est-ce que le fait de passer par un médecin, c'était pas un frein? Alors c'était très débattu. Moi, j'y ai participé depuis le début à cette construction on pensait, et moi je pensais encore un peu que c'est bien que le médecin traitant soit dans la boucle, comme on dit. Mais en fait, on s'est aperçu dans la pratique, et les psychologues l'avaient dit depuis le début, ça risquait de décourager, de limiter l'accès. Bon, donc là, un gros progrès supplémentaire. Je pense que ça, c'est aussi une avancée de pouvoir avoir un accès direct et surtout des meilleures rémunérations, parce que c'était aussi une des limites importantes. Donc ça, on en a vraiment besoin. Ça fait là aussi des décennies qu'on disait, il y a des psychologues qui ont un rôle majeur pour les états pas forcément les plus sévères, mais qui occasionnent une forte demande d'accompagnement. Il y a beaucoup de psychologues en France qui sont formés, qui étaient un peu sous-utilisés, entre guillemets, c'est pas très joli, mais parce que pas assez de postes dans le public et pas de remboursement. Bon, ça c'est une avancée qui, là aussi, ne suffira pas, mais il fallait le faire et j'espère que ça va monter en charge globalement. Donc il faut vraiment agir. On va voir un peu les différentes mesures. Il faut déjà réenchanter cette discipline pour former plus de psychiatres, de psychologues. On fait quoi déjà? Il faut de l'argent? Il faut revaloriser les salaires? Il faut créer des postes. Alors, les salaires, ça joue un rôle, mais alors, par exemple, je vous parlais des internes. C'est clair que la psychiatrie n'est pas dans les premières disciplines du hit parade de l'internat. Malheureusement, c'est souvent les premières disciplines, c'est celles qui rapportent le plus, en tout cas dans le privé. Et ça, on n'y peut rien, Oui. c'est comme ça. Mais je peux vous dire, on peut très bien vivre en étant psychiatre. Donc, ça ne sera jamais un frein total, mais c'est plutôt l'attractivité, intérêt du travail, surtout conditions de travail. Malheureusement, il y a des psychiatres qui ne souhaitent pas travailler à l'hôpital et s'installer alors qu'on a vraiment besoin d'eux dans les hôpitaux. Donc il faut améliorer le sens au travail dans ces équipes et je pense qu'on peut y arriver, mais avec vraiment une réflexion de fond sur quel sens on donne à ces équipes. Et souvent, là aujourd'hui, il y a des régions où c'est un peu la catastrophe parce qu'il y a quasiment plus de professionnels et c'est là qu'il faut mettre vraiment un effort très très important sur les zones, les régions, et je pense aussi aux quartiers, encore une fois, les quartiers les plus défavorisés. Je pense que là, il y a un retard énorme sur la prise en compte des fragilités pour rebâtir des équipes. Et encore une fois, les médecins, il y en aura. Alors, ça va augmenter petit à petit parce qu'on a plus d'étudiants maintenant, mais ça va prendre du temps. Mais il faut une volonté et une priorisation. Et j'espère que ça sera le sens de cette année grande cause pour dire, c'est pas toujours à la fin, quoi. La psy, il faut aussi quasiment mettre une priorité. Alors il faut aussi s'appuyer sur d'autres disciplines, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les médiateurs de santé père, tous ces gens-là, il faut les impliquer et effectivement considérer qu'ils sont essentiels dans cette prise en charge? C'est vrai, alors on a élargi en effet des nouveaux métiers, les fameux médiateurs qui sont des anciens patients qui ont pu être rétablis et pouvoir servir un petit peu d'intermédiaire entre les soignants et les patients pour tout ce qu'on appelle notamment l'éducation thérapeutique. Donc les infirmiers, c'est essentiel, les aides-soignants aussi dans les services, les psychologues, enfin il y a des équipes. Et ça, on connaît ça depuis très longtemps. Dans les CMP, on travaille en multidisciplinaire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et c'est vraiment ça qui fait CMP, aussi... c'est les centres médico-psychologiques. Oui, pardon, qui vraiment, souvent, c'est ça qui donne envie de travailler ensemble. On pourrait faire un peu la même chose dans des consultations privées en ville, parce que ça aurait aussi un sens, privé ou public, il y a différentes façons de le faire. Et alors, moi, je crois beaucoup aussi, surtout, à la formation des non-professionnels spécialisés. C'est-à-dire tous les intervenants psychosociaux, enfin, notamment sociaux, qui interviennent en amont dès l'éducation, donc il y a le secteur éducatif, mais tout ce qui est activité sociale, activité associative dans lesquelles il y a de l'entraide possible, et il n'y a pas de mystère pour les millions, voire les dizaines de millions de personnes qui ont à un moment donné des difficultés, il faut qu'il y ait des réseaux qui soient pas que les professionnels, parce que ça ne suffira pas. Et donc, de faire monter en connaissance la population générale, dès l'enfance, je pense qu'on dit depuis longtemps, il faudrait qu'il y ait des cours de psy dès l'école, quoi, parce que c'est des connaissances de base qui ont un intérêt en termes de connaissances de santé publique. Et puis après, tous les professionnels... il faut impliquer l'éducation nationale pour pouvoir repérer tous ces jeunes en souffrance. Il faudrait, mais alors l'éducation nationale, c'est un autre sujet massif. Non, mais là, je parle en tout cas à l'adjoint au maire. Est-ce que c'est important, effectivement, cette implication? C'est ce que je vous disais. Vraiment, c'est un sujet de la cité, la santé mentale.
on ne peut pas dissocier la santé mentale des individus en fait de l'état de fonctionnement de la communauté. Et ça va dans les deux sens. Quand les personnes ne vont pas bien, la communauté ne va pas bien, le pays ne va pas bien, et à l'inverse, c'est vrai aussi, on l'a dit. Donc il faut impliquer tous les acteurs, et vraiment ça commence en effet dès l'école, et tous les intervenants pour qu'il y ait du dépistage précoce pour essayer de ne pas laisser dériver des situations complexes. Et ça, on y arrive quand il y a une connaissance, un repérage et ensuite des solutions. Parce que derrière, il ne suffit pas de repérer, il faut pouvoir trouver des solutions. Et puis juste quand même que chacun se sente concerné. Moi, j'utilise souvent le terme de colibri-psy dans ces cas-là. C'est-à-dire que chacun fait sa petite chose auprès d'une personne qui va peut-être en tirer bénéfice et éventuellement pour d'autres aussi. Et ça, c'est vraiment des connaissances, une information vraiment. Je disais, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ça peut servir à dépister des choses et à répondre autrement et à faire de la prévention, parce qu'il faut agir le plus en amont possible. Un chiffre qui est assez étonnant, 1/3 des Français associent les troubles mentaux aux mots danger et faiblesse. Une stigmatisation des malades qui entraîne certainement un retard à leur prise en charge. Il faut vraiment une prise de conscience collective, il faut lutter contre tous ces tabous, toutes ces idées qui entourent ces malades. Voilà, alors ça c'est un des objets principaux de la communication, de la formation, c'est la déstigmatisation. L'autostigmatisation, c'est la honte que ressentent malheureusement parfois les personnes qui ont des troubles parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont les seules et surtout elles ont l'impression d'être responsables de leur état. Et ça, il faut vraiment lutter contre ça parce que les maladies mentales, c'est des maladies. Alors moi, j'aime pas dire comme les autres, parce que c'est pas complètement comme les autres, mais c'est des maladies, et on n'est pas responsable de ces maladies. Donc, il y a à la fois de la honte et de la peur, parce qu'il y a aussi plein d'imageries ancestrale sur la maladie mentale. Et vraiment, là, il y a un énorme chantier qui avance. Moi, je trouve, depuis 20 ans, on a fait beaucoup de progrès, mais il faut continuer pour qu'il n'y ait pas ce rejet des personnes en souffrance, et au contraire, de l'entraide, de la reconnaissance, et que chacun se sente en droit, par exemple, de consulter quand il pense qu'il en a besoin, pour éviter que ça aille que ça aille de pire en pire, et de trouver, pour prouver. Parce que le vrai message, en plus, que je voudrais dire, c'est qu'on a des solutions. C'est-à-dire qu'on sait plutôt bien soigner maintenant beaucoup de troubles psychiques, pas toujours de manière miraculeuse et définitive, mais en tout cas, on obtient des très bons résultats. C'est ça qui est très frustrant, qu'on a l'impression qu'on sait faire, mais qu'on ne peut pas toujours faire suffisamment. Mais en même temps, c'est enrichissant. Et je vous dis, la vocation qu'ont beaucoup les jeunes, c'est de se dire, je peux agir par moi-même. En psy, on a à la fois une fonction de diagnostic qu'on fait soi-même, on est une espèce de radiologue de la pensée, et puis on est soi-même thérapeutique quand on va jusqu'à la psychothérapie. Donc le traitement, c'est soi-même. Donc ça, c'est motivant, et je pense que ça peut, là aussi, attirer beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'on prévient assez ? Non, bien sûr. La prévention, c'est quand même un outil indispensable dans votre spécialité. Bien sûr. Alors, le problème, c'est que ça passe par l'ensemble de la société. Et c'est l'importance de s'impliquer dans le social aussi, parce que les déterminants de la santé mentale, par exemple, il y en a un qui est massif, et on ne comprend pas bien pourquoi, c'est qu'il y a plus de troubles psychiques en ville qu'à la campagne. Alors ça peut être la concentration des populations, ça peut être des facteurs environnementaux aussi, le bruit, la pollution, on sait que ça joue, etc. Mais en tout cas, il y a une influence possible de l'environnement, et donc il faut prévenir par l'alimentation, par l'activité physique, par évidemment le lien social. Bon, c'est passionnant, mais c'est un champ très large, et ça dépasse le seul rôle des médecins, parce qu'on ne peut pas, nous, agir sur tous ces déterminants-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions. Des informations, parce qu'on peut vous entendre, professeur Pellissolo, sur le podcast de France Culture, Votre cerveau, où vous s'interrogez sur le fonctionnement de l'anxiété dans notre cerveau. À partir du 6 novembre, il y aura toujours dans cette collection Votre cerveau un podcast où l'on parlera des effets de la dépression avec le psychiatre Hugo Botman. Prochaine émission, je recevrai Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, avec qui nous verrons en quoi la médecine légale sert la justice, sert également l'histoire, et on parlera avec lui Zombie à propos d'une exposition absolument passionnante qui a lieu actuellement au Quai Branly, et on parlera de son premier roman qui est passionnant et magnifique. Voilà, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout.